À quoi ressembleront les villes de demain ? Ici, on y travaille depuis quelques années. Grâce à cette innovation, fini l'éclairage public, trop énergivore et coûteux. Alors ce qu'il faut savoir avec nos luminaires, c'est qu'ils produisent beaucoup plus d'énergie qu'ils n'en consomment, environ 60% de plus. Et donc ça nous a forcé aussi à nous intéresser au stockage, donc tout ce qui est batterie, etc. Il y a de l'énergie en gros par l'agitation des électrons qui est à l'intérieur et cette énergie, elle se transforme du coup de l'énergie solaire vers l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique, soit on peut l'utiliser directement, soit il faut la stocker de manière électrochimique, d'où les batteries. En d'autres termes, ce luminaire ne se contente pas d'être autosuffisant, il permet d'effacer totalement les factures d'électricité et même de générer de nouvelles rentrées d'argent. Si la start-up Messine s'est positionnée sur ce marché, c'est que 3/4 des installations dans le monde ont plus de 25 ans et deviennent donc obsolètes. On a regardé d'un peu plus près en fait, le domaine de l'éclairage public où il y avait plusieurs décennies où il n'y avait pas eu d'autre innovation que le passage à la LED. Et c'est tout naturellement qu'on s'est dit 9,5 millions de points lumineux en France, 90 millions en Europe, 320 millions dans le monde. Et un peu plus de 75% de tous ces luminaires sont très énergivores et consomment entre 8 et 10 fois plus que des luminaires à LED. Les lampes connectées de la start-up ont donc de quoi attirer les convoitises, d'autant plus qu'avec cette énergie supplémentaire, produite et stockée par le luminaire, David et ses collaborateurs greffent au luminaire des objets connectés dirigés par l'intelligence artificielle. On est aujourd'hui à la 3e génération en fait, de luminaires autonomes intelligents, le Solary Light, et qui vient agréger en fait, d'autres services, notamment les services de la Smart City, tels que l'ajout de caméras qui sont très peu énergivores, d'affichage dynamique, de capteurs environnementaux, tels que les capteurs de qualité d'air ou de pollution, qui viennent en fait, là encore une fois, s'alimenter directement au niveau de la solution Solary Light. Aujourd'hui, la solution de Green Tech Innovation est déjà commercialisée. De nombreuses grandes villes en France, mais aussi dans le monde entier, s'y intéressent. L'année prochaine, une première usine dans le Grand Est devrait faire passer encore un cap à la start-up. Pour ces restaurateurs, l'heure est au dernier préparatif. Ils s'apprêtent à accueillir d'ici quelques minutes une trentaine de bénévoles à l'occasion d'un cocktail. On a décidé de remercier en fait tous les bénévoles de l'école des enfants malades, puisque en fait ce sont des gens qui donnent de leur temps et qui prennent sur leur propre denier souvent pour aller faire l'école à des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. On a été beaucoup remerciés nous pendant la crise Covid, nous les restaurateurs, et on avait envie de redonner quelque chose. Le but c'est qu'on prenne du plaisir nous et qu'on en donne. Lors du dernier salon de la gastronomie à Troyes, le collectif a tenu un restaurant éphémère. C'est grâce aux fonds récoltés lors de l'événement qu'ils ont pu organiser cette réception en l'honneur des bénévoles de l'école des enfants malades. Vraiment une très bonne surprise. Je remercie au nom de l'association tous ces restaurateurs de l'Aube qui nous mettent aujourd'hui un peu à l'honneur. Et c'est vraiment très sympa. Aujourd'hui, nous avons 80 bénévoles qui agissent pour l'objet de l'association, c'est-à-dire la scolarisation des enfants et jeunes malades. On ne les remercie jamais assez. C'est tellement important de les mettre en valeur, se rendre compte de ce qu'ils font, qu'il y ait des personnes comme les restaurateurs qui font cette démarche. Je trouve que c'est merveilleux. Ce cocktail de remerciement n'est pas le premier événement solidaire organisé par le collectif. Resto Ensemble est né en 2020 lors du premier confinement. La première aventure a été justement les repas solidaires lorsqu'on a fait 150 repas pour l'hôpital de Troyes pendant le confinement, un petit peu après Pâques. Donc voilà, c'était une première action et après on a enchaîné plusieurs actions. On avait fait une opération burger pour le domaine de Mantenay pour les personnes handicapées. On avait aussi monté une action avec une école
pendant la semaine du goût. On a fait une opération galette des rois où on a distribué les galettes des rois au niveau de beaucoup d'organismes, les pompiers, la police, les éboueurs. Nous, notre force, c'est justement donner un petit peu de joie à des personnes qui n'ont pas forcément des fois les moyens ou le temps de recevoir des choses. Nous, voilà, c'est notre façon de les remercier et de dire voilà, on est là. Prochain objectif pour les restaurateurs, emmener les enfants de l'Institut Gai Soleil à Nigloland. Une réputation qui n'est plus à faire et des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 93% d'apprentis embauchés après leur examen. L'école de l'ameublement de Liffol-le-Grand, l'AFPIA Est-Nord, forme depuis 1975 les salariés et futurs salariés des entreprises du meuble et de la décoration. Vendredi dernier était inauguré le nouveau bâtiment abritant le pôle tapisserie-couture. Des métiers qui allient tradition, modernité par les techniques, par les matériaux ainsi que par les moyens. Tout change, tout s'adapte. C'est pour ça que cette modernité fait également évoluer les sexes dans les métiers. On a le métier de tapissier qui évolue vers tapissière, couturière qui évolue vers couturier. Ce nouveau pôle, en fait, il a comme objectif de montrer que nos métiers sont attractifs, que ces métiers existent, doivent perdurer parce qu'il y a de l'emploi à l'issue. Un investissement d'1 million d'euros porté par les collectivités pour asseoir un peu plus encore la notoriété de l'établissement. Capitale du siège, Liffol-le-Grand possède aujourd'hui encore 3 grands noms du meuble français, Laval, Henriot et Cuno-Blandin. Depuis 2016, près de 27 400 sièges ont obtenu l'homologation au siège de Liffol, un gage de qualité. Ce savoir-faire-là, il est incontestable et primordial au jour d'aujourd'hui. C'est même une reconnaissance puisqu'on s'aperçoit que cette transmission de savoir-faire est toujours présente sur notre territoire. C'est une fierté pour nous de pouvoir disposer d'un tel établissement sur la commune et sur le territoire de Liffol-le-Grand. Ce centre de formation est capable de former des apprentis sur le travail du bois, sur les finitions, sur le rembourrage, sur la tapisserie. Donc c'est l'ensemble de l'ameublement qui peut être traité ici. C'est vraiment un modèle parce qu'il y a un écosystème qui est assez extraordinaire où les entreprises travaillent en collaboration avec le centre de formation et lui permettent de s'adapter exactement aux besoins, ce qui lui permet après de démultiplier ses actions bien au-delà de ce simple territoire des Vosges. L'AFPIA Est-Nord propose un panel de 19 formations, de la tapisserie à la menuiserie en passant par l'ébénisterie, un domaine qu'avait choisi Manuel, aujourd'hui entrepreneur et formateur. À mon retour en France, après une expérience de 10 ans en Chine, donc j'ai cherché un centre de formation pour me former au métier d'ébéniste et donc j'ai trouvé l'AFPIA. Donc pendant 1 an, j'ai fait mon CAP. Et puis j'ai eu la possibilité de travailler, de faire des stages en entreprise, d'apprendre énormément de choses, des techniques, le savoir-faire, etc. Et pour m'amener donc à créer ma propre marque qui s'appelle Trobe, qui veut dire trèfle en patois vosgien. Chaque année, près de 400 personnes sont formées sur le site vosgien, mais aussi dans d'autres régions et même à l'étranger. Visage de la société, le timbre représente un témoin de l'histoire. Depuis son apparition en France en 1849, ce bout de papier est très convoité par les collectionneurs. Celui-là, il est en forme d'ours. On en trouve rarement quand même. C'est regarder un peu partout, aller dans les manifestations aussi, les bourses multicollections, où on retrouve pas mal de choses. Ce loisir de collection rythme le quotidien de cette dénicheuse de papier timbré depuis plus de 40 ans. Elle est vraiment étoffée, elle est vraiment une belle collection. La philatélie, c'est avant tout une histoire de transmission. La passion des timbres est venue grâce à mon papa, qui collectionnait depuis l'âge de 9 ans les timbres. Il est décédé donc l'année dernière. Et il a toujours collectionné les timbres. J'ai toujours été avec lui dans toutes les expositions qu'il a pu faire. Il a exposé aussi beaucoup de choses. Après, il avait des prédilections, il aimait certaines choses. Donc du coup, j'ai repris le flambeau. Si chez les passionnés, le goût du timbre ne perd pas de son intensité, en revanche, le nombre de philatélistes diminue tous les ans. C'est un changement de regard chez les jeunes, de mentalité chez les jeunes. Je ne veux pas dire qu'elle est en déclin, mais disons que le vrai philatéliste, au vu des éditions, des émissions de timbres qui sont faites actuellement, il est un peu noyé, ça devient une collection d'images, quoi. Chaque année, la Poste édite près de 250 timbres différents par an.
porte là. Une longue file d'attente à 1 heure du début du show. L'Espace Lac de Gérardmer accueillait ce samedi l'Electro Mountain Festival, organisé par l'association géromoise Akara. Un événement qui a réuni quelques 1700 personnes le temps d'un live de plus de 4 heures, une première dans le département. On est tous de Gérardmer et c'est le meilleur endroit pour faire ça et pour faire bouger la ville et la région, pour emmener tout le monde dans la région Grand Est. Pourquoi l'électro ? Parce que c'est assez fédérateur comme musique, donc je pense qu'on peut toucher pas mal de monde. Peu à peu, le public entre dans la salle, les festivaliers sont déjà prêts à faire la fête. On est venu entre amis, on aime bien la musique et on voulait faire la fête et profiter. C'est pas loin de chez nous, donc on vient. C'est ça, on vient supporter la première édition du festival là. Ouais. Au moins on aura l'occasion de dire qu'on était les premiers à être là. Morgan Nagoya, un des 4 DJ invités de ce festival, était le premier à mixer sur la scène de l'Espace Lac. Comme les premiers festivals, à chaque fois, voilà, les premières éditions, les gens, c'est un lieu un petit peu éphémère, ils savent pas trop, ils se regardent un petit peu, c'est un petit peu rigolo à voir. Mais c'était chaud. Non, les gens ont bien réagi. En tout cas, bravo les Vosges. Vous avez fait honneur à cette première édition et vous pourrez dire, j'y étais. L'électro en France s'est développé dans le sillage de David Guetta et autres tenants de ce qu'on a appelé la French Touch. La période Covid et ses fermetures de boîtes de nuit et autres annulations de festivals a grandement freiné le mouvement. La question s'imposait donc, comment se porte l'électro aujourd'hui ? Plein de débats sur l'électro. Moi, je trouve qu'elle se porte bien. L'électro, ça restera malgré tout la musique de la fête. Après, on est dans une grosse vague, on va pas se le cacher, depuis plusieurs années maintenant sur de l'urbain. Les ados et ceux qui vont en club veulent de l'urbain. Donc c'est au DJ de s'adapter. C'est ce que j'ai fait moi avec mes mashups. J'ai récupéré des acapellas à droite à gauche. J'ai réussi à mélanger un petit peu mes influences, celles que les gens veulent, parce qu'on est aussi là pour passer ce que les gens veulent, avant tout. Et puis notre rôle, c'est de s'adapter. Monsieur Tout-le-Monde, Klingand ou Boris Way, les autres DJ de ce festival sont eux aussi français, symbole d'une électro hexagonale qui s'exporte. Des DJ français producteurs qui ont vraiment une vraie patte à eux, il y en a beaucoup. Le seul souci, c'est que comme tu disais, l'électro en France c'est compliqué, donc majoritairement ils jouent à l'étranger. C'est un petit peu dommage, parce que nos talents, nos régions ont du talent, et nos talents ils s'en vont à l'étranger. C'est dommage. Donc bon, après c'est des vagues, donc faut être patient, ça va revenir. Les organisateurs de l'événement ne comptent pas s'arrêter là. À partir de 2025, l'Electro Mountain Festival devrait se dérouler sur 2 jours avec des DJ sets sur les pistes de ski.